S'il vous plaît, Léa et Romain. S'il vous plaît, Léa et Romain. Oui. Léa. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Avant de commencer quoi que ce soit, avant de commencer une prise de parole qui serait plus axée sur la raison pour laquelle vous êtes tous ici présents, j'aimerais que vous ayez bien à l'esprit que si on est là, c'est parce que le hip-hop n'est pas une mode, c'est pas un truc fun pour occuper des jeunes désœuvrés, c'est une culture. Et pour que cette culture perdure et que cette culture existe et qu'elle soit vivante, il faut des gens comme Romain, comme Léa, comme la médiathèque de Tremblay, donc la médiathèque Boris Vian. Il faut des endroits comme ça, des lieux de vie et des gens comme vous qui l'incarnent pour que cette culture ait du sens. Et donc je tiens d'abord et avant tout à vous remercier tous les deux, d'abord de m'avoir contacté et ensuite de m'avoir permis de mettre en place ce moment d'échange, parce que c'est un échange, ça s'appelle conférence parce que c'est toujours bien dans une médiathèque, mais c'est un moment d'échange essentiellement auquel on va procéder pendant les quelques minutes à venir. Donc merci beaucoup, j'aimerais qu'on les applaudisse vraiment. Maintenant vous pouvez aller avec les enfants. Je m'appelle Jean-Philippe Manot, je suis DJ, je ne sais pas si vous m'entendez bien au fond, c'est bon. Je suis DJ de mon état, c'est-à-dire que j'ai eu la chance depuis plus de 40 ans de partager ma passion de la musique à travers des disques que je mettais pour d'autres, pour leur faire vivre des émotions. C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui devant vous. L'autre aspect qui est extrêmement important, c'est que on est tous a priori assez avertis pour savoir ce que c'est qu'un vinyle. Et si vous avez en mémoire ce que c'est qu'un vinyle, il y a la pochette, et puis à l'arrière il y a des histoires, il y a du texte, il y a des choses qui se racontent et qui expliquent un petit peu ce qu'on va écouter dans un disque. Et moi, c'est ce qui m'a permis de construire le parcours de cette musique, de construire l'histoire de cette musique. Et c'est la raison pour laquelle je suis devenu conférencier et enseignant en histoire de musique afro-américaine et en danse. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis ici devant vous aujourd'hui, pour vous parler, comme je l'ai dit en préambule, d'une culture. C'est quelque chose d'extrêmement important à avoir à l'esprit. Et cette culture, elle se divise, elle se subdivise en plusieurs disciplines. La première, c'est la danse. La deuxième, c'est le DJing, donc le fait de pouvoir passer derrière des platines et de mettre de la musique. En 3, il y a le MC, celui qui parle dans un micro, et on verra que son nom va évoluer au fil du temps. Et puis, il y a les beatboxers, ceux qui utilisent leur bouche pour donner un rythme. Et en dernier lieu, le graffiti. Ces 5 disciplines sont les bases fondatrices d'une culture qu'on appelle le hip-hop. Ça, c'est la première chose qu'on doit avoir à l'esprit. Maintenant, cette culture, elle ne vient pas de nulle part. Elle n'est pas née hors de rien. Parce que c'est vrai que quand la culture hip-hop est arrivée, on a pensé qu'on était en train de tout créer et de donner quelque chose de complètement nouveau qui n'aurait jamais existé. Ce n'est pas le cas. La culture hip-hop, c'est une culture qui fait suite à d'autres mouvements musicaux, d'autres courants musicaux et aussi, surtout, politiques, qui font des engagements politiques et sociétaux qui font qu'à un moment, une jeunesse s'est reconnue dans un mouvement et a décidé de s'en servir comme étant le porte-parole de son histoire et de son vécu.
La base de cette musique, c'est un système qu'on appelle le question-réponse. Le question-réponse, ou call and answer en anglais, le question-réponse, c'est le fondement culturel de la partie artistique. Je pense que vous avez tous à l'esprit Cab Calloway, Minnie the Moocher, d'accord? Dans Cab Calloway, Minnie the Moocher, à un moment, Cab Calloway fait Adi 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 call and response. Et ça fait pas, c'est la base musicale de la culture afro-américaine. Le call and response, c'est une base qui prend ses racines en Afrique avant l'esclavage. Et donc maintenant, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est comment cette musique a évolué. On va le faire rapidement, mais comment cette musique a évolué pour arriver au début des années 70 à une révolution culturelle et musicale. Alors, je vous ai parlé donc de l'Afrique. La musique arrive par le bassin Congo et aussi par l'Empire mandingue. L'Empire mandingue, la culture de l'Empire mandingue en termes de musique, c'est une culture de caste. Il y a une caste qu'on appelle les griots. Et ça servira plus tard pour ceux et celles qui vont prendre un micro et parler. Et il y a une autre partie qui est une partie beaucoup plus axée sur la pratique de la danse et de la musique autour du fait religieux ou du fait sociétal, ou du phénomène festif aussi. Ce sont des choses qui ont leur importance. Quand les esclaves, les premiers esclaves arrivent aux États-Unis, enfin en Amérique, on décide de les conditionner. On va appeler cette période le seasoning. On les conditionne, ce qui veut dire qu'on va leur enlever leur nom, leur langue, leur pratique religieuse et musicale. Ça, c'est lié au fait que les Portugais et les Espagnols, eux, avaient gardé un courant musical très africain en Amérique du Sud. C'est la raison pour laquelle, quand vous écoutez aujourd'hui ce qu'on appelle de la salsa, de la cumbia ou de la musique brésilienne, on a gardé les traces de l'africanité dans l'orichas, dans tous ces courants-là. Et par contre, quand vous regardez bien, en Amérique du Nord, il n'y a plus ça. Pourquoi? Parce que les Anglais et les Français qui ont été à la conquête de l'Amérique, eux, ils y sont allés de façon armée. Et ils se sont retrouvés face à un système de communication de vallée en vallée où les Indiens d'Amérique communiquaient les uns avec les autres sur la base des tambours et des instruments de frappe. Donc ces instruments, quand on a mis en place le système des plantations, on s'est dit que si on gardait aux esclaves la capacité de converser les uns avec les autres à travers des instruments de frappe, ils allaient pouvoir organiser des révoltes ou refuser la soumission. Et donc on leur a enlevé ça, et ça fait partie de cette période qu'on appelle le seasoning. Mais par contre, on s'est rendu compte très vite que le travail était plus efficace sur la base du call and response qu'on vient de voir là. Le travail était plus efficace à partir du moment où il était fait en musique. Et ça va nous donner, dans un premier temps, ce qu'on va appeler les working songs. Les working songs, ou les chants de travail, qui sont des expériences, pas artistiques, mais musicales, du travail dans les champs. C'est quelque chose qu'on va retrouver absolument partout. En Jamaïque, ça va s'appeler les field songs. Cette pratique se fait absolument partout, mais en Amérique, c'est la première base, ce sont les working songs. Et au-delà des working songs, vont en découler les spirituals, et puis plus tard, au début du 19e siècle, va émerger le gospel.
c'est... Je fais vraiment très vite, mais ce sont des évolutions qui sont très importantes pour comprendre comment les choses vont arriver progressivement à une musique qui va devenir extrêmement expressive et qui va charmer au départ, puis envahir, aujourd'hui c'est le cas, le monde culturel. Parce que une fois que les esclavagistes, une fois que les maîtres commençaient à avoir une certaine aisance matérielle, ils vont vouloir reproduire ce qui se passe dans les salons de la bonne société en Occident. Et donc ils vont donner salon, ils vont organiser des fêtes dans lesquelles on va danser la valse, la polka, la mazurka. S'il y a des gens qui sont ici, qui sont originaires des Antilles, ces mots-là doivent leur parler, et pourtant ce sont des danses polonaises ou de l'Europe de l'Est. C'est donc des danses qui ont été importées, et ces danses, au-delà de la danse, il y a donc la pratique musicale. Et la pratique musicale, elle va être le fait des musiciens blancs qui étaient sur place, mais aussi des noirs qu'on va former à cette musique. Or, la musique africaine est une musique dont la gamme majeure est une gamme pentatonique, à savoir qu'elle a 5 notes. À la différence de la musique occidentale, qui est une musique dite décatonique, mais qui a 7 notes. Alors pourquoi 7 notes? Parce que en fait les intervalles entre d'une note à l'autre ne sont pas toutes parfaites, donc du coup on l'a défini comme étant ces 7 notes, mais décatoniques. Ce qui veut dire qu'il y a 2 notes que les esclaves ne vont pas reconnaître. Au même titre que nous, quand on écoute de la musique extrême-orientale, on est parfois gêné par des tonalités qui ne correspondent absolument pas à notre connaissance de la musique. Et les esclaves, quand ils vont devoir rejouer ces notes, ils vont les interpréter, ils vont les minorer ou les augmenter, et ça va leur permettre, dans leur façon de le faire, d'exprimer une tension, d'exprimer un sentiment. C'est ce qu'on va appeler la blue note. La blue note, ça vient de là. C'est l'un des premiers marqueurs qui permet de comprendre comment la musique afro-américaine va évoluer. Et si vous regardez, c'est pas quelque chose d'absolument immuable, mais si vous regardez la plupart des chansons traditionnelles, je dis bien traditionnelles, de la culture afro-américaine, elles se jouent essentiellement et de façon majoritaire sur les notes noires d'un clavier de piano. Donc, on a cette arrivée d'un courant musical qui commence à s'identifier, qui commence à être le reflet de la façon dont les Noirs en Amérique vont commencer à jouer la musique et à la ressentir et la faire vivre. Le gospel va permettre à la société américaine, dans son ensemble, d'essayer de trouver une certaine forme de moralité. Voilà. Les esclavagistes en ont sont un peu choqués parfois par la façon dont les choses se passent, et donc ils essayent de remettre un petit peu de moralité dans la vie américaine. Et ça va être important parce que les Noirs, les esclaves, et surtout les pasteurs qui ont accès à la lecture, vont donc lire des textes d'évangile, donc de gospel, qui, par métaphore, parlent de leurs aspirations. Il y a une chanson c'est un vieux gospel qui a été repris notamment par Louis Armstrong, qui s'appelle Go Down Moses. Go down Moses and let my people go. Eh bien, les esclaves, quand ils entendaient ces chansons, ils disaient, peut-être que nous aussi, il y a quelqu'un qui va nous faire sortir
d'Égypte, qui va nous délivrer des griffes du pharaon que sont les esclavagistes et le maître des plantations qui les massacre. Et donc, c'est là qu'ils vont entrer avec ferveur dans le gospel et qu'ils vont le porter. Ça va se dérouler du début du 19e siècle, se renforcer au milieu du 19e siècle et prendre encore plus d'importance à la suite de l'abolition de l'esclavage qui prend corps en 1864-65 après la guerre de sécession. Et là, il va devoir se créer une société noire, puisque les sociétés sont ségrégées, donc les noirs d'un côté et les blancs de l'autre, et donc les noirs vont devoir créer une société avec des églises, avec des médecins, avec des musiciens, bref, une société à part entière qui serait autonome de la société blanche qui les rejette. Ça, c'est pour le courant gospel. Il est évident qu'à partir du moment, enfin, il est évident, pour moi, pardon, mais il est clair que au moment où les esclaves sont libres de leur mouvement, il y a quelque chose qui change. Eux qui ont chanté l'espoir de leur peuple doivent tout d'un coup reconsidérer leur expression à travers eux-mêmes. Un homme qui a vécu dans une plantation et qui a chanté au sein de sa paroisse, tout d'un coup se retrouve seul sur une route pour suivre les rives du Mississippi et remonter vers le nord pour essayer de trouver du travail. Mais quand il chante sa peine, il chante son expérience de la vie, et au lieu de dire « nous », eh bien, il commence à dire « je ». Et ça, c'est la graine du blues. Le blues va devenir, si vous écoutez dans des chanteurs de blues, ils disent rarement, très rarement « nous », sauf quand ils parlent de leur bien-aimé, il ou elle. Mais ils disent très rarement « nous ». C'est une musique qui va être très auto-centrée, beaucoup plus auto-centrée. Et c'est quelque chose qu'on va voir après réapparaître dans le hip-hop à travers un courant qu'on appelle l'ego trip. C'est quelque chose qui, c'est pas une pratique nouvelle pour les artistes de hip-hop, parce que de toute façon, ils connaissent cette musique-là. Donc le blues démarre à la fin du 19e siècle et va se prolonger tout au long du 19e et du début du 20e siècle, avec beaucoup de force. Cette société noire dont je vous ai parlé, qui se crée et qui prend forme à partir de 1865-1870, le temps que les choses se mettent en place, eh bien, c'est une société qui, elle aussi, va, par certains côtés, s'embourgeoiser. Et en s'embourgeoisant, il va y avoir une certaine forme de mimétisme avec la culture de tout ce qui se fait dans la culture occidentale des maîtres. Et notamment l'aspiration à la musique classique notamment. Et dans la musique classique, l'instrument qui est le plus accessible, le piano. Et le piano, au XIXe siècle, le piano, les plus grands, les plus éminents, ou l'école la plus éminente du piano classique, c'est l'école allemande. Et les Allemands sont des professeurs très courus et très réputés, au point qu'un certain Scott Joplin prenne des cours de piano classique, devienne un pianiste émérite, mais lui, il lui manque quelque chose. Il trouve qu'il y a une certaine forme de raideur dans cette musique qu'il joue, et donc il va décider d'y apporter un contretemps. Il va déchirer le temps. Il va créer le ragtime. Et ce ragtime, qui bien évidemment arrive à la fin du 19e, début du 20e, va faire partie des prémices d'un autre courant musical qu'on appelle le jazz. C'est
encore une fois, je vais vraiment très vite, j'oublie plein de choses, ne m'en veuillez pas, mais c'est parce qu'on a quelque chose on a un truc plus important pour lequel on est là aujourd'hui. Donc le jazz va naître, va devenir une musique très urbaine pour plusieurs raisons. La première, c'est que notamment à Harlem, dans les années 10, 15, 20, eh bien, il y a un courant qui s'appelle le Harlem Renaissance et qui essaye de se défaire de l'héritage de l'esclavage. C'est la raison pour laquelle le jazz va fonctionner à cet endroit-là. Dans d'autres endroits, notamment des villes comme Chicago et New York aussi par la même occasion, la prohibition va être le pain béni de l'explosion du jazz. On ne doit pas oublier que le jazz a aussi pris racine en France du fait que les premiers contingents, à partir de 1917, les premiers contingents de Noirs qui viennent en Europe viennent avec l'interdiction de se battre. Ils n'ont pas le droit d'être sur le champ de bataille, ce qui fait que certains vont déserter l'armée américaine pour intégrer l'armée française, notamment un monsieur qui s'appelle Eugène Bullard, et qui lui va être le premier aviateur noir qui va combattre aux côtés des Français, et qui ensuite, c'est pour ça que j'en parle, va monter les premiers clubs de jazz à Paris, dans le 18e, et c'est à lui qu'on doit le fait d'avoir des boîtes de nuit en France. Parce que, comme il connaissait énormément de monde, il n'avait absolument aucun problème pour avoir les autorisations de nuit, et c'est le premier à avoir fait durer les nuits parisiennes au-delà de minuit, 1h du matin, dans le 18e, où vont après le rejoindre Ada Bricktop et Joséphine Baker. Le jazz, donc, devient un courant musical majeur dans les années 30, 40, avec différentes révolutions. Celle qui nous concerne le plus, c'est le moment où les artistes afro-américains, notamment Miles Davis, mais aussi un monsieur qui s'appelle Art Blakey, vont se poser la question de savoir comment les esclaves auraient joué de la musique, auraient joué du jazz, s'ils étaient arrivés si le jazz avait été devant eux, là, à ce moment-là. Et donc, ils vont imaginer qu'il reprendrait certainement les instruments de percussion et qu'ils en feraient un courant beaucoup plus simple, une musique beaucoup plus simplifiée. Et donc, ils vont inventer ou réinventer un courant musical qui s'appelle le hard bop. Le hard bop, ça va être un courant de jazz avec une structure rythmique, un rythme très stable, qui va permettre à tous les autres musiciens d'avoir la possibilité de faire des improvisations, mais sur une base très forte. Ça a de l'importance, on y reviendra tout à l'heure, le hard bop. D'un autre côté, le gospel et le blues continuent leur chemin, sauf que les musiciens et les chanteurs de gospel le dimanche courent aussi les tripots pour jouer du blues et de la musique du diable le dimanche soir et le samedi soir. Et que il est grand temps, c'est le questionnement de beaucoup de révérends, de pasteurs, il est grand temps de ramener tout le monde un petit peu à la raison. Et donc on va changer la façon de jouer la musique dans les églises. On va y apporter une touche de blues et on va l'accélérer. C'est ce qu'on va appeler le jump blues. Donc une espèce de blues plus tressautant, un peu moins larmoyant que celui qu'on a à l'idée quand on pense à un bluesman. Et bien tout d'un coup, on va avoir un blues beaucoup plus rapide, qui est le fait de femmes, notamment, alors Sister Rosetta Tharpe, Big Mama Thornton, Ruth Brown, des gens qui vont avoir des femmes qui vont vraiment conceptualiser la façon dont on va jouer ce blues, qui va s'accélérer et qui, parce que c'est une musique noire, c'est la raison pour laquelle la ségrégation était importante à garder en mémoire,
parce que c'est une musique noire, c'est une musique qui s'appelle la race music pour les Américains. Et on décide, il y a un monsieur, Jerry Wexler, qui décide de changer le nom et qui va l'appeler Rhythm and Blues. Mais les morceaux que jouent justement ces artistes ont beaucoup d'écho auprès de la communauté blanche qu'on appelle plus ou moins les générations bubblegum. C'est des choses qu'on a tous connues. Si on garde à l'idée, par exemple, Happy Days, vous vous souvenez de voilà, le côté un peu fun comme ça d'une jeunesse insouciante. Eh bien, cette jeunesse-là, ce rhythm and blues, il n'est pas question pour l'establishment que le rhythm and blues soit écouté par la jeunesse blanche. Et donc, on va remplacer les artistes noirs par des artistes blancs. Et on va appeler ça du rock and roll. Dans les années... on est à la fin des années 50, au début des années 60, et va apparaître un courant, un genre musical qui, justement, va s'inspirer du hard bop. Il va s'inspirer du hard bop parce que les musiciens qui vont s'intéresser à ce style vont décider d'en faire quelque chose de beaucoup plus proche des attentes et des volontés d'expression d'une jeunesse dans les années 60 qui bouillonne de la lutte pour les droits civiques, qui bouillonne de sa volonté d'émancipation de la ségrégation raciale qui fait rage aux États-Unis, et ils vont décider de créer un mouvement qui s'appelle le funk. Le funk, on l'accorde à James Brown, mais ce n'est pas le seul à avoir travaillé dessus. Il y a énormément d'artistes, notamment les artistes de la Nouvelle-Orléans, qui est le bassin d'à peu près tous les courants musicaux dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Là, le seul changement sera le fait du hip-hop qui, lui, naîtra à New York. Mais il y a des groupes comme les Meters, il y a beaucoup de gens qui font un gros travail. Il y a un musicien de jazz qui s'appelle Horace Silver, qui fait du funk à sa façon. James Brown, lui, va changer la façon dont on regarde une mesure. Il va prendre cette mesure, qui est sur 4 temps, et il va déplacer le point fort de cette mesure sur le premier temps. Si vous écoutez des musiciens de funk, vous entendez souvent « on the one ». Tout va sur le premier temps de la mesure, c'est le point fort, et c'est ce qui donne cette espèce de chaloupe qui fait penser que quand on écoute cette musique, on pourrait se prendre pour Huggy les bons tuyaux avec cette démarche un peu cassée. Ça, c'est le premier point d'entrée dans ce qu'est le funk. Mais avant qu'on appelle ça le funk, il y a une chose qui est extrêmement importante à retenir. Le funk, c'est un mouvement politique. C'est un mouvement politique parce que le mot funk a une origine. C'est une insulte. Le mot funk, c'est lié à une odeur. Les esclavagistes dans le Sud, quand ils attendaient des bateaux, et que après des semaines, voire plus de traversées, les bateaux arrivaient avec les corps malades ou pire dans les bateaux, quand le vent venait de la mer, il apportait l'odeur avec lui. Et cette odeur-là, on l'appelait le funk. Ça puait le nègre. Et donc, plus tard, ces jeunes vont décider qu'ils allaient faire une musique qui puait comme eux. Et ils l'ont appelé le funk. Voilà. Donc, et ça, cette appellation, elle vient d'une inspiration d'un courant musical qui s'appelle le hard bop. Voilà, comme ça, on a tout rattaché. Ça vient, c'est parce que des musiciens vont se pencher
sur ce qu'est le hard bop qu'on va avoir un courant musical qui s'appelle le funk. À telle enseigne que le premier morceau estampillé funk, parce que James Brown, c'était un bravard, il parlait fort, et il avait l'ego qui allait avec, et ben il a décidé que c'est lui qui avait inventé le funk, mais il va voir ses compagnons, Alfred Pee Wee Ellis et Fred Wesley, qui sont des musiciens de jazz, et il leur dit, bon ben voilà, il faut qu'on fasse un morceau, et le premier morceau de funk qu'ils vont créer s'inspire du morceau So What de Miles Davis. Ce morceau, c'est Cold Sweat de James Brown. Avec, encore une fois, cette partie extrêmement percussive et extrêmement rythmique dont on va comprendre l'utilité tout à l'heure. Années 60, c'est Martin Luther King, c'est Malcolm X, c'est aussi Mohamed Ali qui refuse d'aller au Vietnam. C'est Sam Cooke. Sam Cooke, c'est un jeune homme qui un jour se retrouve confronté à la musique de Bob Dylan. Bob Dylan écrit Blowing in the Wind. Et il comprend que ce morceau a été écrit pour dénoncer le fait qu'on puisse aller au Vietnam pour rien. Et c'est un choc pour Sam Cooke, qui lui va se dire, mais je ne comprends pas, parce que nous, notre communauté n'a pas son hymne. Et il va écrire A Change is Gonna Come, qui fait partie de ces morceaux dans lesquels vont se reconnaître toute une jeunesse. On a la base artistique de ce bouillonnement musical qui va donner naissance au hip-hop quelques années plus tard. Malgré cela, il y a aussi un contexte social. Qu'on soit allé à New York ou qu'on ait vu des images de New York, c'est des grandes autoroutes qui passent à travers une ville, à se demander comment ça se passe. C'est le fait d'un urbaniste qui, lui, a décidé qu'il allait justement faire en sorte de faire traverser New York par des grandes routes pour faciliter les déplacements. Mais ça va avoir pour impact de détruire l'ensemble des industries qui étaient à l'intérieur des villes. Avant, on se retrouvait, on faisait une ville autour d'une usine, autour d'une industrie. Et là, on va démanteler ces usines et on va les mettre à l'extérieur de New York. Alors, quand je dis à l'extérieur de New York c'est très très grand. Donc c'est vraiment très loin, avec un ensemble une population qui ne peut pas suivre ces usines et qui va rester sur place et donc se paupériser, s'appauvrir. Et en plus, avec un cadre de vie qui va complètement changer puisque ces usines sont à l'abandon et donc sont en parfaite destruction. L'expression « c'est le Bronx ici » ne vient de nulle part d'autre que là en fait. La ville est à l'abandon, New York est à l'abandon. Et donc, de là vont naître des regroupements de jeunes qui vont essayer d'organiser une forme d'autodéfense qui va très vite basculer sur la mise en place de gangs. Et la première action de ces gangs va être de délimiter son territoire. Et pour délimiter son territoire, on va taguer le nom d'un gang aux divers endroits qui sont propres, comme un territoire, on va le délimiter avec des tags. C'est le prémisse du graffiti, qui arrive quasiment avant la culture hip-hop telle que nous on la connaîtra plus tard. On est prêt. On est prêt.
cette jeunesse-là, elle arrive dans les années 70. La jeunesse à New York, c'est une jeunesse d'immigration, de mouvement, de gens qui quittent le Sud et qui essayent de trouver fortune dans le Nord, et puis de gens qui viennent des Bahamas, de la Barbade, de Jamaïque, et qui viennent aux États-Unis, à New York, pour tenter leur chance. Mais c'est une population qui est défavorisée, comme on dirait prosaïquement, on va dire pauvre, et donc qui n'a pas accès à certains plaisirs que la vie new-yorkaise peut offrir au début des années 70. Là, le premier cliché du hip-hop va s'abattre devant vous. Une jeune fille du nom de Cindy Campbell décide en 1973 qu'il est temps pour elle d'être autonome dans la façon dont elle va pouvoir s'habiller pour la rentrée. Et donc, elle organise une soirée à Sedgwick, dans le Bronx. Elle organise une soirée qu'on va appeler une block party, mais elle organise une soirée pour pouvoir récolter de l'argent et s'acheter ses petites affaires à elle. Elle va engager son frère, Clive Campbell, qu'on va ensuite appeler Kool Herc. Elle va engager son frère, qui n'est pas DJ, c'est la première fois qu'il officie sérieusement derrière des platines, et elle va engager son frère pour animer cette soirée, et c'est considéré comme étant la pierre blanche, la pierre fondatrice de la culture hip-hop. Tout va commencer à partir de ce moment-là. Avec plusieurs choses qui sont des marqueurs forts. D'abord, Clive et Cindy sont jamaïcains. Et en Jamaïque, il y a une pratique dans les yards, ce qu'on appelle des yards à Kingston. On pratique le sound system. Le sound system, c'est le fait de permettre à des jeunes artistes ou des artistes en herbe d'aller voir un DJ qu'on appelle un selecta et de prendre le micro et de chanter par-dessus les instrumentaux qui sont proposés. Ça se passe sur des petits 45 tours et chacun y va de sa version, et la meilleure version est enregistrée et est gravée sur 45 tours. Donc Clive Campbell, donc Kool Herc, il amène avec lui ce bagage culturel à New York, et donc il est DJ. Parce que celui à l'origine qui parle sur la musique est appelé un DJ. Celui qui passe les disques sans rien dire est appelé un selecta. Et donc Kool Herc, qui lui anime, met les disques, mais anime et raconte ce qu'il voit, et demande aux uns et aux autres: est-ce que vous allez bien, faites du bruit. Eh bien, il anime vocalement et techniquement avec ses disques, et à un moment, il se rend compte qu'il y a des moments d'effervescence dans cette musique, dans ces moments où il se passe quelque chose de si particulier dans cette soirée. À chaque fois qu'il met certains types de morceaux, avec des breaks, avec des moments où il y a juste de la percussion ou juste un instrument, mais il y a une espèce d'effervescence qui se crée, et il y a des cercles qui se font, et la danse prend un tour très 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 fort. Tout d'un coup, il y a une grosse ambiance, il y a des battles, il y a des défis, chacun y va de son meilleur pas, et donc il se dit, il va falloir que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose de ça. Il va décider de rallonger ces moments de break en ayant accès à 2 disques. Il va prendre 2 disques, 2 fois le même, et
en passant d'une platine à l'autre, il va essayer de rallonger ces moments de break. Et les danseurs qui dansent, eux, sur ces breaks, deviennent les breakdancers. C'est étymologiquement ce que ça veut dire. Ils deviennent les danseurs de break, les breakdancers. Et lui, Kool Herc, eh ben, il doit mixer, passer d'un disque à l'autre, tout en commentant. Il n'y avait pas les micro-casques à l'époque. Ça devenait extrêmement compliqué. Et donc, il décide d'abandonner son micro et de le donner à quelqu'un à côté de lui qui sera capable d'animer à sa place. Il va en faire le Master of Ceremony, le MC. Lui, restant, effectivement, le Selecta, mais son nom de scène, DJ Kool Herc, fait qu'on va l'appeler DJ. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui encore, moi on m'appelle DJ, alors que, techniquement, je suis un Selecta, et que par contre, ce que je fais là devant vous, c'est du DJ. Donc on est dans les années 70, 73 très exactement. Je fais une petite pause. Il est important de comprendre que toutes les assertions du type ça a commencé là, il s'est passé ci, il s'est passé ça, tout ça est très très peu documenté. Très peu. C'était une culture de jeunes de quartiers dans lesquels personne n'osait mettre un ongle, donc personne ne sait exactement ce qui s'y est passé. Et c'est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, quand vous êtes confronté, quand vous regardez parfois certains documentaires, suivant les gens qu'on va aller voir, et suivant leur mémoire, et suivant la mémoire de ce qui s'est passé, eh bien, ils vont avoir des visions différentes pour le même événement. C'est la raison pour laquelle moi, je ne me positionne pas du tout de façon définitive sur les dates, les lieux et ce qui s'est vraiment passé, parce qu'il y a une espèce de de flou artistique autour de la façon dont les choses vont vraiment se passer. Malgré tout, on connaît l'essentiel. Cette culture commence à prendre son envol, et il y a des gens qui vont commencer à se poser la question de savoir, mais est-ce qu'on pourrait pas, sur la base de ce qui rassemble ces jeunes, est-ce qu'on pourrait pas finalement faire en sorte que tout le négatif qu'on vit tous les jours soit pas transformé en quelque chose d'extrêmement positif en réutilisant l'énergie, en transformant l'énergie qui anime ces jeunes. Et c'est le moment où on va voir évoluer des groupes de jeunes qu'on appelle gangs en crew. Les crews, C-R-E-W, les crews étant des groupes de jeunes représentants du hip-hop dans lesquels normalement il y a les 5 pratiques du hip-hop qui sont représentées. Chaque crew avait son beatboxer, son danseur, son DJ, et c'est un petit peu comme ça que les crews évoluaient. Même si ce sont les crews les plus importants qui absorbaient les autres et qui font que ces crews devenaient vraiment des espèces de mini-armées représentant le hip-hop. Ça s'appelle pas encore le hip-hop, ça s'appelle encore le Smurf, même si beaucoup réfutent, surtout les Américains, c'est très curieux, les Américains réfutent le mot Smurf, et pourtant dans la discographie, et ça c'est quelque chose de très arrêté, de réel, puisqu'il y a des disques avec des titres, il y a des disques qui sortent en 1980-1982 qui s'appellent The Smurf. Pourquoi ? Parce que dans la représentation dansée, il y a eu des danseurs qui étaient
très 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 fan de toute la danse qu'on appelle la robotique. Et l'une des personnes qui incarnait le plus la robotique pour eux, c'était le mime Marceau. Raison pour laquelle il mettait ces gants blancs, ces fameux gants qu'on voyait on les voit dans plein de films, Beat Street et autres. Et donc ils étaient fans, enfin les créateurs, parce que tout le monde n'avait pas accès à ce point de culture, ce point d'entrée de culture, mais voilà, certains étaient fans du mime Marceau. Et en étant fan du mime Marceau, il y avait ces fameux gants blancs que tout le monde, ou la plupart des gens, mettaient. Et ceux, à l'époque, qui portaient eux aussi des gants blancs dans les dessins animés, c'était les Schtroumpfs. Et les Schtroumpfs, en anglais, on les appelle les Smurfs. C'est pour ça que même si les Américains peuvent réfuter la dénomination Smurf, elle est quand même très présente dans la façon dont eux-mêmes vont se percevoir, et même la façon dont on va parler de la façon dont on danse. Pour ce qui est du MCing, au départ, effectivement, sur la base du call and response dont je vous ai parlé tout à l'heure, les jeunes qui vont animer ces block parties, qui vont animer ces fêtes, ils vont le faire exactement comme elles ont pu être faites, ou elles auraient pu être faites par leur pasteur le dimanche. Ils vont s'inspirer de ce qu'ils voient à l'église. Ils ne vont pas apprendre tout d'un coup à devenir des orateurs. Ils vont s'inspirer de ce qu'ils voient à l'église. Et ils vont, au fur et à mesure, développer une certaine dextérité de langage, une certaine capacité d'improvisation, mais par contre, ils vont en avoir un petit peu assez de passer leur temps à dire à peu près toujours les mêmes choses. C'est ce qu'on entend dans les premiers disques de rap. Everybody say hey, hey, ho, ho, ho. Bref, le truc qui va rapidement les lasser. Et ils vont commencer d'abord, dans un premier temps, à se faire un petit peu plus vanneur, devenir un petit peu plus humoristique, et peut-être, pourquoi pas, raconter la vie de certains ou de certaines du quartier. Et puis, ils vont commencer à pratiquer une façon de s'exprimer qui s'appelle le rap. Le rap n'est pas une culture hip-hop à l'origine. Le rap, pour les Américains, dans leur langage, pas forcément dans leur argot, mais dans leur langage, le fait de dire le mot rapper, c'est dire qu'on a quelque chose de sérieux à dire à quelqu'un. Et si vous regardez des disques comme par exemple un disque de Millie Jackson qui date de 1977 et qui s'appelle Caught Up Rap, elle déjà pratiquait le rap au sens strict du terme. Elle prenait le temps de raconter des choses sérieuses à son auditoire. Et cette façon de faire lui vient du fait qu'elle était absolument terrorisée de prendre la parole sur scène. Et donc, elle tournait le dos à son assistance et elle lui parlait. Ça a été enregistré sur des disques et c'est resté. On lui a demandé de continuer à le faire, et donc elle fait partie, elle est considérée par l'essentiel des femmes qui vont arriver et qui vont faire du rap. Elle est considérée comme étant la mère du rap. De l'autre côté, il y a dans la soul, le jazz surtout un jazz qu'on appelle le black jazz, qui est développé sur certains labels comme Strata East, qui sont des labels qui vont se rapprocher de la pensée Black Panthers notamment. On va avoir ce qu'on appelle le spoken word, et le spoken word qui deviendra plus tard le slam. Le spoken word, ça c'est l'apanage de deux groupes pour les plus éminents,
les Last Poets et aussi Gilles Scott-Heron. Là, ce sont des gens qui vont